La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Passant outre à l'interdiction de toute manifestation formulée et réitérée par le gouvernement, certains partis et groupements ont voulu manifester à la Bastille contre l'action de l'OAS. Des forces policières nombreuses avaient été massées pour faire respecter la décision du gouvernement. Et de sérieuses échauffourées se déroulèrent entre services d'ordre et manifestants, laissant le triste bilan de 8 morts et de 150 blessés. Louisenthal est aujourd'hui le nom d'un drame. Un drame qui, avec ses quelques 300 morts, rappelle tragiquement les souvenirs de Marcinelle et de Courrières. Dès l'annonce de la catastrophe, la population entière de Louisenthal s'est portée aux abords de la mine, chacun guettant la sortie des survivants pour les interroger ou cherchant dans les listes sans cesse renouvelées la confirmation de son espoir ou de son malheur. Et la gravité des blessures de certains mineurs peut aggraver le triste bilan. À ces morts de la mine a fait les obsèques les plus émouvantes. Aux 286 cercueils alignés sur 10 rangs derrière le carreau de la mine, la population sarroise, les délégations de mineurs venus de France, de Belgique et du Luxembourg et le président de la République fédérale allemande, M. Lübke, sont venus rendre un hommage solennel et déchirant. C'est le deuil d'un village, le deuil d'une nation, et plus même, le deuil d'un métier dur et dangereux. Saluons ici les morts de Louisenthal. Le mètre et la longueur à la température de 0 degré de l'étalon international en platine iridie déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres. Eh bien oui, pour des générachoses d'écoliers, le pavillon de Breteuil demeurait le mystérieux repère du mètre étalon. On ne le sortait pas souvent, mais ce mètre a fait son temps. Il offrait une précision de l'ordre du 10 millième de millimètre. Précision dérisoire, il nous la faut aujourd'hui au millième de micron. Et c'est pourquoi, sans même le savoir, la Mercière a changé de mètre. Depuis janvier dernier, le journal officiel est formel, le maître de papa est mort. Messieurs Terrien et Hamon, au pavillon de Breteuil, ont mis au point la nouvelle définition désormais légale qui doit remplacer notre mètre à la hauteur des précisions exigées par les sciences d'aujourd'hui. Du même coup, sa mesure exige, à partir d'une lampe à krypton 86, un appareillage d'une complexité saisissante. Sachons simplement qu'il faut un comparateur interférentiel à microscope photoélectrique combiné à un interféromètre de Michelson, un pupitre électronique, un caisson étanche et calorifugé où le comparateur est enfermé. Sans oublier, surtout, une dalle de béton de 30 tonnes montée sur amortisseur qui assure une parfaite stabilité à l'appareil. Mais tout cet appareillage peut sembler relativement simple, eu égard à la définition elle-même. Le mètre et la longueur égale 1 650 763,73 longueurs d'onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l'atome de krypton 86. Comme c'est simple. Et c'est justement à cette heure que la Grande-Bretagne, mélancoliquement, parle de se rallier au système métrique. Car outre la tristesse inhérente à l'abandon de ces chères vieilles choses qu'étaient le yard, l'once et le gallon, il lui faudra payer la transformation de toutes ces machines, à compter, à calculer, à enregistrer, à additionner, à comptabiliser des centaines de milliers de machines. Ah, perfide Albion, pourquoi n'avoir pas accepté tout de suite, voici un siècle et demi, ce pauvre maître de papa qui n'était alors tout bêtement que la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, ou à peu près. Jeux mondiaux, championnat du monde de ski, on ne sait pas exactement ce que c'est depuis que les chancelleries s'en sont mêlées. Quoi qu'il en soit, pour une semaine, Chamonix est la capitale incontestée du ski alpin. Et c'est par une mise en scène à grand spectacle que débute cette semaine internationale des sports de neige, comme s'il s'agissait de vrais championnats du monde. Le rideau est levé. La jeune génération, la classe biberon, ce ne sont pas seulement les fans de Johnny Hallyday ni les petits excités qui sautillent en chœur au son du twist dans des salles enfumées. La classe biberon, c'est aussi cela.
Ce grand champion, c'est une petite fille, elle a un peu plus de 16 ans. Sa joie, à elle, c'est de prendre des risques, de foncer sur une piste de ski. Là, au moins, on bagarre, on se bat avec soi-même, c'est dur de s'entraîner pour en arriver là, et l'on se bat aussi contre les autres championnes qui sont là également pour gagner. La petite Marielle Guachel fait tout ce qu'elle peut pour gagner. Elle a la technique, la maîtrise, c'est déjà un grand monsieur. Elle ne va pas gagner, elle termine 4e du slalom géant à 3/10 de seconde seulement de la première. Le temps d'une larme ou d'un battement de cils. Plus heureuse qu'elle, l'Autrichienne Erika Netzer, seconde de l'épreuve, et la gagnante, sa compatriote Marianne Jan. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. On ne leur a pas dit 2 fois au cours du match Angleterre-Irlande à Twickenham, match comptant pour le tournoi des 1 Nations. 3 minutes à peine après le commencement de la rencontre, les Anglais marquent en effet un essai entre les poteaux. À peine interrompu par une mêlée, l'offensive repart et ce sont toujours les Anglais en maillot blanc qui tirent les premiers. Tiens, ça leur rappelle des souvenirs à ces marins. Et voici le grand maître à jouer, Richard Sharp, en pleine action. Ce n'est pas un homme, c'est une fusée. Et là, les Anglais s'amusent comme des petits fous. Il est vrai que les Irlandais ne ferment pas le jeu, ils ont attaqué de temps en temps, mais contre des adversaires aussi adroits, aussi rapides et aussi puissants que les Anglais, il n'y a rien à faire, cette nouvelle envolée des 3/4 est irrésistible. Remarquez bien qu'on ne se fait pas de cadeau pour s'emparer du ballon. Voici le point final de cette rencontre, nouvel essai pour les Anglais qui gagnent ce match par 16-0, de quoi donner des frissons à l'équipe de France qui rencontre bientôt l'Angleterre. Pour son voyage historique, la première traversée d'un transatlantique est toujours historique, le paquebot France a vogué à 32 nœuds de moyenne sur une mer agitée. Une mer agitée qui n'a pas empêché les quelques 1700 passagers d'apprécier les plaisirs du bord. C'est ainsi que les invités du président de la Transat, M. Andus Paris, et du commandant Croisy, ont partagé avec Juliette Gréco et Marcel Achard le gâteau monumental, orné d'une réplique du paquebot dont on apprécia sans doute qu'il soit le plus long du monde. Pour les générations qui n'ont pas encore passé le cap des 10 ans, Guignol offrait un spectacle permanent. Quant aux autres que Guignol ne passionne plus, ils ont trouvé en Juliette Gréco un parfait professeur de twist. Et le twist fit rage sur le France. Ainsi passèrent 5 jours au bout desquels se profila la Statue de la Liberté. Et le France pénétrait dans l'Hudson River survolé par les hélicoptères, salué par les bateaux-pompes et le mugissement des sirènes d'un grand port. Au pied des gratte-ciels de Manhattan, New York lui a fait l'accueil grandiose qu'il réserva voici bientôt 30 ans aux Normandies. À ses 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes a suivi le cortège. Cortège silencieux seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement. Des monceaux de fleurs, gerbes coûteuses ou humbles bouquets ont donné le ton de la piété populaire. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée. Au Père-Lachaise, la même foule, le même silence. La tristesse des familles éprouvées, une fleur qu'on jette sur un cercueil, une femme évanouie qu'on emporte.
et par-dessus tout, la conscience d'un peuple.